Yeah, thank you so much, Hans-Gert. Merci beaucoup, Hans-Gert. Alors, vous êtes vraiment, je crois, l'incarnation de la bonne tradition chrétienne démocrate qui a toujours fait preuve de générosité et d'ouverture envers les collègues et d'ouverture envers le monde. Et donc, avec Pat Cox et vous-même, je crois qu'on a vraiment eu deux présidences tout à fait remarquables. Je constate qu'il y a apparemment un intérêt sans précédent dans les élections européennes à venir. Alors peut-être ne serez-vous pas d'accord, mais j'ai l'impression que le Parlement européen, peu à peu et étape par étape, a apporté la démonstration qu'il était un co-législateur sérieux dont les travaux affectaient 500 millions de personnes. Alors je ne sais pas combien nous allons en perdre avec le Brexit, c'est vraiment une tragédie pour la plupart d'entre nous. Le Parlement est aussi graduellement devenu une des principales plateformes de débat politique. Lorsque la crise grecque était dans sa phase la plus grave, M. Tsipras était là, le président du Conseil européen, le président de la Commission, le président du Parlement. C'était la première fois qu'on avait sur la crise grecque un échange ouvert qui n'était pas tenu derrière des portes closes. Et on constate que les premiers ministres de nos États membres, eux aussi, viennent l'un après l'autre prendre la parole devant les députés. C'était le tour du Premier ministre danois hier. Et nous avons évidemment aussi l'occasion d'entendre Angela Merkel, qui est devenue présidente de votre parti à l'époque où vous, Hans-Gert, étiez ici. Et je me rappelle très bien ce moment charnière dans votre parti politique. Et je crois qu'il y a aussi cette perception qui fait de l'Union européenne une étoile particulièrement brillante au ciel de tous ceux qui sont attachés à la lutte contre les extrémistes et les nationalistes. Et il faut que, pour que cela se poursuive, les gens puissent être impliqués dans le processus décisionnel. Alors le Parlement est tout à fait conscient de son rôle d'intermédiaire entre les citoyens européens et les autres institutions européennes. Et j'entends dire que l'initiative citoyenne qui a été mise en place grâce au traité de Lisbonne a véritablement ouvert des possibilités d'avoir une influence et de recueillir le point de vue de nos concitoyens pour le transmettre au Parlement européen et à d'autres institutions. Nous sommes néanmoins tout à fait conscients qu'il y avait aussi des insuffisances et que nos concitoyens n'ont pas toujours compris quelle était la portée de cet instrument, quelles étaient les compétences que l'on pouvait ici mobiliser. Et donc il y a peut-être encore une marge d'amélioration et des modifications à imaginer. Alors le Parlement est tout à fait conscient aussi qu'il doit faire la preuve de son importance en tant qu'institution auprès de nos concitoyens. Et nos départements de communication et d'information font un travail remarquable en la matière, conjointement, je crois, avec le groupe de travail du bureau sur la politique de l'information et de la communication. Alors, vous pouvez consulter librement un certain nombre des documents qui ont été produits dans une langue très claire et très compréhensible, en évitant le jargon qui caractérise souvent l'Union européenne. Nous avons voulu mettre en avant un certain nombre de thèmes. Par exemple, il est important que j'aille voter en tant que citoyen parce qu'il est important pour moi de protéger mes informations personnelles et ma vie privée. Alors, vous savez que depuis la fin du mois de mai, le nouveau règlement sur la protection des données personnelles est en vigueur et c'est un accomplissement majeur. Je constate que c'est en train de devenir une norme de portée internationale. Et le Parlement européen, lorsqu'il défend ainsi les droits des citoyens européens, peut défendre les droits de l'homme partout, et pas seulement pour nos concitoyens européens. Alors, nous appuyons sur la déclaration des dirigeants britanniques qui affirment vouloir demeurer
un partenaire mondial et un partenaire proche de l'Union européenne en même temps, et c'est ce que nous espérons. Le Royaume-Uni est un partenaire important pour maîtriser la mondialisation qui a été un des mots-clés essentiels portés au cœur du débat, également par la Commission européenne. Il faut donc nous assurer que nous jouons bel et bien un rôle, que nous comptons pour nos concitoyens. Et nous invitons aussi nos concitoyens à faire usage de leur droit de vivre, d'aimer, d'étudier, où qu'ils le souhaitent. L'Union européenne se fait toujours championne du droit à la mobilité. Cependant, dans ce moment, à ce moment même, dans la séance plénière du Parlement qui se déroule actuellement, il y a un débat ad hoc qui a été déclenché par un défi tout à fait particulier auquel nous faisons face actuellement. Il y a en effet toute une série d'États membres qui, l'un après l'autre, sont en train d'annoncer leur retrait, leur renonciation à l'engagement qu'ils avaient pris de signer un accord des Nations Unies pourtant non contraignant, intitulé Pacte mondial pour les migrations, sous l'impulsion évidemment des forces populistes et extrémistes. Alors, un représentant officiel de mon gouvernement a affirmé qu'il y avait une campagne pan-européenne de désinformation en cours sur le sujet. Et on voit très bien quelles sont les forces politiques qui prospèrent sur la peur et la menace dont elles propagent les récits. Évidemment, les migrants et les réfugiés jouent ici également un rôle dans ce type de trame narrative. Je crois que c'est là le type même de défi qu'il faut bien comprendre, parce que c'est au centre de ce qui est actuellement en train de peser sur les valeurs européennes. Nous entendons par ailleurs de plus en plus prononcer l'expression valeurs européennes, et parfois je dois dire que je me demande si on prend cela vraiment au sérieux. Est-ce que l'on comprend vraiment que l'Union européenne, par ailleurs, est une sorte d'île au milieu d'un océan, d'une mer et d'un océan de régimes autocratiques, même chez certains pays de notre voisinage qui sont aux prises avec l'autoritarisme, qui ont beaucoup de mal à lutter contre la corruption, à lutter contre le blanchiment d'argent, qui ont des difficultés aussi à mettre en place un système judiciaire vraiment indépendant. Vous savez que nous avons ces difficultés dans toute une série d'États membres, dans toute une série d'États, pardon. Alors, il y a également les États de la dernière vague d'élargissement qui se montrent particulièrement vulnérables et qui ont du mal à démontrer qu'ils font partie véritablement de cette communauté de valeurs européenne. Il faut comprendre pourquoi ils sont si vulnérables. Alors notre organisation sœur, très importante aussi, le Conseil de l'Europe, nous confirme que l'état de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme en tant que principe directeur, c'est quelque chose que malheureusement on ne peut plus considérer comme complètement acquis dans les États membres de l'Union européenne en 2018. Et je suis ravi de pouvoir dire aux jeunes étudiants qui sont présents dans cette salle que heureusement on a également l'impression qu'il y a un changement en cours, une transformation générationnelle, et je crois que vous allez en parler ce soir également au dîner qui est prévu. Ce que je discerne de mon côté, c'est, je crois, que la nouvelle génération comprend de façon quasiment automatique qu'il faut protéger notre planète et sa population, et que, dans ce cadre, l'Union européenne doit renforcer son action en faveur de la durabilité. Par exemple, dans la politique commerciale. Alors, le commerce, c'était quelque chose de simple autrefois, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notre commissaire au commerce, Cecilia Malmström, en 2015, a adopté un livre bleu pour la politique commerciale intitulé « Le commerce pour tous », qui nous apporte une meilleure compréhension de la possibilité de véhiculer nos valeurs, y compris avec nos instruments commerciaux.
Et c'est très utile. Alors, il y avait également la journée de la politique commerciale à la commission exécutive récemment, et les quelques 500 participants se sont vus demander quels étaient selon eux les plus grands défis à venir dans le domaine du commerce. Alors évidemment, on a parlé du multilatéralisme, du protectionnisme, mais la préoccupation de loin la plus grande portait sur la durabilité. Et c'est ça vraiment le défi. Et je crois que le Parlement européen et vous-même, en tant qu'anciens membres importants, en conjonction avec la société civile et même avec les entreprises qui souhaitent faire de notre planète un endroit où il fasse mieux vivre, eh bien, nous devons pouvoir agir de conserve afin de protéger notre planète, protéger nos populations tout en défendant notre mode de vie européen, en veillant à faire les choses de façon plus efficace, plus innovante et en veillant évidemment à la durabilité. Je crois que cela fait partie des messages importants à porter dans le contexte des élections européennes. Et je crois qu'il faudra pouvoir tenir un débat sur ces sujets. Merci beaucoup de votre présence. Je suis vraiment ravi de voir autant d'anciens députés présents. C'est mon cas également d'ailleurs. Merci.